Le 28 septembre 2001, une petite ville du comté de Fremont au Colorado va connaître la pire nuit de l'histoire. Une nuit comme on en voit seulement dans les films et dans les romans policiers. Deux jumeaux, armés jusqu'aux dents, sont en fuite dans un véhicule volé et font feu sur tous les policiers sur leur chemin. Une vraie chasse à l'homme démarre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'histoire des jumeaux Joël et Michael Stovall et de l'onde de terreur qu'ils ont répandue sur leur petite ville en une seule nuit. Ce qui a commencé par une grosse querelle entre voisins va se terminer quelques heures plus tard par une intense cavale meurtrière sur l'autoroute. Lançons-nous tout de suite dans cette histoire complètement folle. La soirée du 28 septembre 2001 commence par un appel lancé au 911 provenant de la petite ville de Penrose. La personne au bout du fil dit que son voisin a tiré sur son chien à 5 reprises et qu'il est mort. Ce voisin est Joël Stovall. Joël Stovall et son jumeau Michael sont bien connus dans le coin. Ce sont deux jeunes hommes de 24 ans qui s'habillent avec des pantalons de camouflage, genre armés, sont passionnés par les armes à feu et ont des comportements violents et dangereux. Par exemple, un jour, Joël serait arrivé à l'école avec une flèche en métal sous la clavicule droite et aurait été emmené d'urgence à l'hôpital. En posant des questions, les médecins auraient appris que pour s'amuser, les jumeaux se tirent dessus avec une arbalète avec de vraies flèches en métal. L'un tire et l'autre doit se protéger avec un couvercle de poubelle en tôle. Une autre fois, lors de leur dernière année de secondaire, les jumeaux se seraient réfugiés au grenier et auraient déclenché intentionnellement l'alarme d'incendie en mettant le feu à des magazines dans des conduits d'aération. En tout cas, voyez le genre. Le soir du 28 septembre, c'est donc le policier Jason Schwartz qui est appelé sur les lieux. Il est autour de 20 heures. Lorsqu'il arrive, un collègue est déjà là, un certain Toby Escobel. Ensemble, ils interrogent les voisins et Joël Stovall pour savoir ce qui s'est réellement passé. Apparemment, la famille Stovall était en train de souper et les aboiements du chien les dérangeaient. Joël se serait alors levé de table, se serait approché du chien, aurait sorti un fusil et aurait fait feu sur lui. Joël, lui, se défend en disant qu'il a tiré sur l'animal parce que celui-ci voulait l'attaquer. Jason décide quand même d'arrêter Joël. Il lui passe les menottes et l'installe sur la banquette arrière de la voiture de police. La famille Stovall est hystérique et en particulier Michael, le frère jumeau de Joël. Il se met à crier et à insulter l'agent de police qui finit par lui passer les menottes à lui aussi. Michael se retrouve donc à l'arrière de la voiture de police à côté de son frère. L'autre agent de police, Toby, reste sur les lieux pour calmer la situation entre voisins et Jason prend la route vers le poste de police avec les deux jumeaux. À ce moment-là, l'agent Jason Schwartz ne sait pas qu'il a commis une très grave erreur en embarquant Michael dans la voiture. Tout s'est passé tellement vite qu'aucun des deux agents n'a pris la peine de le fouiller. Et ce sera pour Jason une erreur mortelle. Derrière lui, Michael sort de sa poche une petite clé en plastique. C'est une clé qu'on appelle une Freedom Key, une clé de la liberté. C'est une clé vraiment très petite qui est fabriquée par leur père, Robert Stovall. Pour parler un peu de Robert, il est décrit comme un homme froid, intimidant, qui n'a confiance en personne. Il a participé à la guerre du Vietnam et cette guerre l'a complètement transformé. Une fois revenu au Colorado, il est devenu dépressif et est contre tout ce qui fait figure d'autorité, donc le gouvernement et les policiers. Après s'être séparé de sa femme, Joël et Michael sont restés avec lui. Robert ne roule pas sur l'or et avec son tempérament colérique, il a du mal à garder un emploi. C'est lors d'un de ses emplois chez un serrurier que Robert se met en tête de créer une clé universelle pour les menottes qu'il appelle de Freedom Key,
la fameuse clé de la liberté. C'est une petite clé en plastique qui permet de se défaire de n'importe quelle menotte. En plus, le fait qu'elle soit en plastique, elle n'est pas détectée par les détecteurs de métaux. Il les vend sur Internet et il apprend bien sûr à ses garçons à en fabriquer avec lui. Il leur apprend aussi à manier différents fusils, car selon lui, il ne faut avoir confiance en personne. Il apprend à ses garçons que le monde est un monde hostile et méchant et que de mauvaises choses peuvent arriver en tout temps. Il est donc important de se protéger avec, entre autres, des armes à feu. Michael a donc sur lui ce soir-là une Freedom Key, et dans les poches de son pantalon, il a 2 fusils. Un semi-automatique de calibre 32 et un semi-automatique 9 mm. En un rien de temps, il se défait de ses menottes, s'empare de son 9 mm et tire dans la nuque de l'agent Jason Schwartz, le tuant sur le coup. La voiture dérape et va s'écraser dans un fossé. Les jumeaux sortent de la voiture, ils ouvrent la porte côté conducteur, ils tirent Jason à l'extérieur du véhicule. Michael en profite pour sortir la deuxième arme de sa poche et la tend à son frère et tous les deux ils tirent encore 15 fois dans le corps du pauvre Jason qui sera méconnaissable. Ensuite, ils prennent la fuite vers la forêt. Et ce sera le début de la nuit d'horreur qu'ils feront vivre à toute la ville. Il ne faut pas oublier de mentionner que ce n'est que quelques semaines avant leur cavale que les attentats du 11 septembre sont survenus. Apparemment, les jumeaux avaient été captivés par les images qu'ils voyaient à la télé et toute l'attention internationale accordée à cette tragédie. Ils avaient envie de ressentir quelque chose comme ça eux aussi, et c'est peut-être ce genre d'émotion qui les a poussés à passer à l'action ce soir-là. Aussi, quelques années plus tôt, ils avaient tous les deux essayé de devenir policiers et on les avait renvoyés de l'académie à cause de leur comportement et le fait qu'ils exigeaient le port d'armes en tout temps. Peu importe les raisons, ce soir-là, ils sont bien décidés à tuer le plus d'agents possible. Ils marchent environ 5 km pour se rendre à une roulotte appartenant à Michael et où ils ont caché des vêtements de camouflage, des casques, des vestes pare-balles et plein de fusils et de munitions. Il est maintenant près de 23 heures. Et alors que les jumeaux sortent avec leurs sacs d'armes et de munitions, une voiture croise leur chemin. Il s'agit en effet d'un voisin qui habite 2 roulottes plus loin. Les jumeaux saisissent l'occasion et braquent leur arme sur le pauvre homme, l'obligeant à sortir de son véhicule. L'homme s'exécute et les supplie de ne pas le tuer. Joël et Michael le laissent partir. Ils chargent alors leurs armes et leurs munitions dans la nouvelle camionnette volée. Pendant ce temps-là, 2 policiers de Florence, Toby Bethel et Eric Becker, décident de se rendre au parc de Roulotte afin de voir s'ils ne trouveraient pas les jumeaux. Et ils savent qu'ils sont tous les deux recherchés pour avoir tué un policier et ils savent aussi que l'une des roulottes là-bas appartient à l'un des jumeaux Stovall. Donc le but est juste de se rendre sur place et voir si les jumeaux s'y trouvent et s'ils s'y trouvent, d'appeler du renfort. En arrivant sur les lieux, ils voient en effet les jumeaux devant la roulotte en train de charger une camionnette rouge. Ils ont à peine le temps de dire à la radio que les jumeaux sont là, que Joël se met à faire feu sur la voiture de police. Toby Bethel ressent alors une vive douleur dans le bas du dos, une espèce de brûlure. Il sait qu'il a été touché. Mais il a le réflexe d'appuyer à fond sur l'accélérateur car il sait que s'il s'arrête, lui et son coéquipier sont morts. Joël est d'ailleurs toujours derrière le véhicule en train de courir et en train de faire feu sur eux. La voiture de police continue alors un court moment sa course folle avant de terminer dans une pile de bois. L'agent Toby Bethel a la moitié du corps sorti du véhicule et il perd connaissance. Son coéquipier, Eric Becker, lui, a juste le temps de sortir de la voiture et d'aller se cacher. Il entend les jumeaux arriver, Joël à pied et Michael avec le pick-up. Ils s'approchent du corps de Toby, qu'il croit mort. Ils se mettent à rire et ils sont vraiment fiers d'eux d'avoir abattu un autre policier. Ils remontent alors dans la camionnette et repartent. Mais Toby n'est pas mort. Il est gravement blessé. Il a reçu 2 balles dans le dos, une dans l'épaule et une autre dans le bras. Il est transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère et on craint pour sa vie. Les jumeaux, eux, continuent leur cavale.
La camionnette est vue à Pinnacle Rock le long de l'autoroute 50 en direction ouest et l'ordre est donné de faire feu en retour sur la camionnette rouge si nécessaire. C'est sur Todd Street que les jumeaux vont rencontrer leur prochaine victime, Mike Engel. Mike vient tout juste d'apprendre ce qui est arrivé à Toby et se met à la poursuite de la camionnette. Celle-ci va s'arrêter sur le bord de la route et Mike va s'arrêter juste derrière eux. Alors qu'il prend sa radio pour signaler sa position et celle des jumeaux Stovall, Mike va voir surgir de derrière du pick-up l'un des deux jumeaux avec une arme à feu et celui-ci va le viser à la tête. Mike va tout juste avoir le temps de se baisser du côté passager qui va recevoir une balle dans le bras. Michael va tirer encore 2 fois avant que Joel ne reprenne la route. À un moment donné, il tire même en direction d'une prison. Mais il faut dire que le comté de Fremont est un endroit entouré de montagnes et il est aussi connu pour ses nombreuses prisons. Il y en a 8 au total et ce sont les principaux employeurs du comté. Il est maintenant minuit et 20 et en seulement 4 heures, les jumeaux ont tué un policier et en ont blessé 2 autres. Bientôt, c'est l'agent James Baker qui se retrouve derrière la voiture des jumeaux. Alors qu'il s'approche de Salida, il voit Michael rire et faire feu sur eux. Les policiers ont alors la brillante idée de contacter leurs collègues de Salida afin de créer un barrage de voitures de police. Tous les officiers qui roulent aussi derrière les jumeaux sont aussi avertis de la possibilité que les jumeaux, en voyant le barrage, fassent demi-tour et reviennent vers eux, ce qui peut être très dangereux. Lorsque Joel et Michael arrivent au barrage, ils s'arrêtent et plusieurs coups de feu retentissent. Heureusement, personne n'est blessé. Puis ils décident de rebrousser chemin. Pendant ce temps, l'officier James Baker et son équipe ont formé un second barrage pour prendre au piège les jumeaux. Ils sont prêts, ils les attendent, mais les jumeaux ne viennent pas. Joel et Michael ont abandonné le pick-up à mi-chemin entre les 2 barrages et se sont positionnés derrière un arbre avec leurs armes et munitions. Ils attendent que les policiers s'approchent du pick-up pour faire feu sur eux. Mais après 1 heure, aucun officier ne s'est pointé. Joel et Michael ne savent pas qu'en fait, les policiers ont senti le danger et qu'ils attendent le lever du jour pour avoir plus d'agents sur les lieux. À 3h20, après avoir attendu plus de 2 heures, les jumeaux quittent leur poste et disparaissent dans la forêt. On suppose qu'ils cherchaient peut-être à ce moment-là d'autres armes, d'autres munitions ou tout simplement une autre voiture à voler pour s'enfuir. À 6h50, le soleil se lève et les recherches reprennent. Les policiers déploient tous les moyens pour retrouver les jumeaux. Les chiens renifleurs des hélicoptères survolent les lieux. Et pendant toute la journée, aucune trace ni nouvelle de Joel et Michael Stovall. Ce n'est qu'à 22h, le 29 septembre 2001, soit près de 24 heures après le début d'heure cavale, que les jumeaux Stovall sont repérés par 2 agents de sécurité du parc de là où ils se trouvent. Les agents sont bien sûr au courant que les jumeaux Stovall sont recherchés et savaient que si les jumeaux voulaient reprendre la route et s'enfuir, ils devaient revenir sur leurs pas. Ils se sont donc cachés et les ont attendus. Au bout d'un certain temps, ils entendent des voix et des bruits de pas dans le bois. Même s'il fait très noir, l'un d'eux leur crie qu'il les voit, qu'il est armé et leur ordonne de s'arrêter et de jeter leurs armes. Et les jumeaux obéissent. Ils jettent leurs armes au sol et lèvent les mains au ciel. Les policiers peuvent enfin les arrêter et les conduire au poste de police. Au total, en moins de 24 heures, Joel et Michael Stovall ont tué un policier, en ont blessé 2 et ont fait feu sur 17 autres. L'officier Toby Bethel, celui qui a reçu plusieurs balles, dont 2 dans le dos, est resté handicapé. Il a aussi eu plusieurs autres problèmes de santé reliés à cette nuit-là, mais affirme être devenu une meilleure personne. Le 5 octobre 2001, les funérailles de Jason Schwartz sont célébrées et une croix à son nom a été placée à l'endroit de sa mort. Il n'y a pas eu de procès parce que les jumeaux Stovall ont tous les 2 plaidé coupables de meurtre au premier degré, de vol aggravé et de 19 tentatives de meurtre au premier degré.
Ils ont chacun été condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Michael Stovall purge actuellement sa peine au centre correctionnel d'Arkansas Valley, alors que son frère Joel Stovall, lui, purge la sienne au centre correctionnel de Sterling. C'est ainsi que se termine l'histoire complètement folle des jumeaux Stovall qui ont fait vivre une nuit d'enfer au comté de Fremont, au Colorado, en 2001. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Nous, en tout cas, on la trouve complètement délirante. On dirait qu'elle sort carrément d'un scénario de film ou de roman policier. Et sur ce, on espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!